Bienvenue à tous sur ce webinaire pour le projet Minerva sur l'accélération des modèles IA sur supercalculateur. On est ravis de vous accueillir. Ce webinaire est organisé par le Centre de compétences français que je vais rapidement vous présenter. Donc, le Centre de compétences français est issu du projet européen EuroCC qui a mis en place 33 centres de compétences nationaux en Europe et dont l'objectif est de connecter les entreprises, les académiques et les administrations pour les aider et les accompagner sur les projets nationaux et européens et favoriser l'adoption et l'utilisation du HPC, de l'IA et du quantique pour tous. Donc, le centre est géré par différents partenaires, donc TerraTech, le CERFAX, l'INRIA, Roméo et le client, et en collaboration avec Maisonette également. Nos différentes missions s'articulent autour des différentes actions que vous voyez à l'écran, avec toujours pour objectif de répondre à vos besoins gratuitement et quels qu'ils soient. Je vais faire juste un focus sur deux parties, les formations. Nous organisons et co-organisons des écoles d'été sur le quantique et le HPC. Mais tout au long de l'année, vous avez également accès à des formations et des webinaires, donc que ce soit sur site ou en ligne, sur différents sujets, différentes technologies, de différents niveaux et ouverts à tous. Nous avons aussi également un accompagnement qui peut être très personnalisé en fonction des besoins des entreprises. La liste de ces accompagnements et le résumé de chacun est disponible sur notre site internet. Vous avez également sur YouTube une interview d'un des derniers accompagnements que nous avons réalisé pour l'aide à la reconstruction de Notre-Dame de Paris et les ressources HPC qui ont été utilisées pour ce projet. Pour l'ensemble des formations et de nos autres missions, vous avez tout sur notre site internet. Vous pouvez aussi vous connecter à notre LinkedIn et accéder au replay comme celui que nous enregistrons aujourd'hui, qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. En termes de awareness et collaboration, c'est typiquement ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour mettre en lumière ce type de services complémentaires pour vous, donc l'ensemble de notre écosystème, avec le projet Minerva qui va être présenté par Mathieu Lobet du CEA et de la Maison de la Simulation. Donc, je vous invite à découvrir ce projet. Vous pouvez utiliser nos différents réseaux ou notre site internet si vous voulez nous contacter par ailleurs. Vous pouvez utiliser le chat pour toutes les questions auxquelles Mathieu répondra à la fin. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Et Mathieu, je te laisse la main. Merci. Alors, je vais juste partager mon écran. Voilà. Hop. Et je vais démarrer. Donc, j'imagine que tu vois bien mon écran. Ah oui, tout est bon. Impeccable. Parfait. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier EuroCC et remercier l'équipe pour m'avoir proposé ce webinaire. Et puis, j'aimerais aussi tous vous remercier de participer, d'être présent. Et je suis vraiment ravi de faire ce séminaire aujourd'hui avec vous. Donc, mon nom est Mathieu Lobet, comme l'a présenté Marie. Et je vais vous présenter aujourd'hui un projet dont je fais partie qui s'appelle Minerva. Alors Minerva, c'est quoi? Minerva, en fait, c'est un centre de service qui a été créé il y a à peu près, un an, on va dire, dans le but, en fait, d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle sur les grands calculateurs européens, notamment sur les grandes infrastructures HPC d'EuroHPC. Donc c'est un projet EuroHPC avec un budget d'à peu près 5 millions d'euros, avec la moitié du financement qui vient de l'Europe et l'autre moitié qui vient des institutions nationales. Et ici, je vous ai remis le site web de notre projet. Alors pourquoi Minerva est né? Alors Minerva est né en fait d'un constat. Si on revient quelques années en arrière, peut-être que certains d'entre vous le savent, euh, il y avait à cette époque très très peu de projets IA sur les calculateurs. Les premiers calculateurs GPU ont commencé à arriver,
Et ces calculateurs GPU ont mis du temps à monter en puissance parce que la plupart des codes HPC n'étaient pas prêts. Seule une poignée de codes avait été portée sur GPU et seule une poignée de codes pouvait donc accéder à ces partitions et exploiter pleinement ces partitions. Donc les calculateurs accélérés n'étaient pas les calculateurs les plus privilégiés et parfois ils étaient même sous-utilisés par rapport à la quantité d'heures disponibles. Et puis, bien sûr, on a eu la révolution un peu brutale de l'IA. Alors, je parle d'IA, bien sûr, on a d'abord eu le machine learning, le deep learning, puis aujourd'hui la montée en puissance des modèles de langage, qui a fait que le nombre de projets liés à l'IA a explosé, pour aujourd'hui littéralement dépasser celui des projets HPC sur certaines machines. Et la conséquence, c'est des machines GPU qui sont aujourd'hui beaucoup plus sollicitées, voire en surcapacité par rapport à la quantité d'heures disponibles. D'un point de vue support, il y a eu donc une explosion du demande, enfin une explosion, en tout cas une augmentation de la quantité de demandes de support en lien avec des activités d'IA, notamment pour accéder à ces ressources GPU. Alors aujourd'hui, en IA, on a plusieurs types de demandes. On a beaucoup de jobs qui sont surtout des jobs mono GPU, mais on a quand même quelques codes qui ont pour but de passer à l'échelle, voire certaines activités autour des grands modèles de langage ou des grands modèles de fondation qui, eux, vont exploiter littéralement une grande partie de la machine. Et c'est dans ce contexte qu'on a voulu créer Minerva, dans le but en fait de fédérer le support à l'échelle européenne, un support qui au départ est distribué sur l'ensemble des centres de calcul européens ou dans d'autres institutions liées, créer quelque chose de commun pour offrir un support commun et non plus morcelé à l'échelle des différentes institutions européennes. Alors, on a différents types de services que je vais vous présenter maintenant. On en a 5 pour être exact. On a, on va dire, échelonné de L1 à L5 au fur et à mesure des besoins. Alors, je vais commencer par le premier, c'est ce qu'on appelle le support pour le portage des applications sur des infrastructures HPC. Ici, le but, il est déjà d'aider des utilisateurs qui ont commencé à travailler sur des modèles, sur des activités, on va dire, sur des machines internes, à passer de ces machines internes vers les infrastructures HPC d'EuroHPC. Il est commun, par exemple, que certaines équipes commencent à travailler sur un laptop, puis ensuite sur des machines un peu plus puissantes en interne, avant de passer sur des calculateurs. Donc cette demande de support, ce type de service peut être fait de différentes façons. Ça peut être par exemple comment demander des heures auprès d'EuroHPC ou auprès des instances nationales comme Gency par exemple. Ça peut être adapter des workflows, des applications qui ont déjà été créées sur des petites machines vers des machines plus puissantes, des architectures plus puissantes comme par exemple le GPU. Et ça peut aussi être de l'aide à l'adoption des environnements qui existent sur les infrastructures de calcul, mais qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qui sont utilisées en local. Ensuite, on a l'étape d'après. Donc, vous avez votre code qui va tourner par exemple sur un GPU. Vous allez vouloir passer à l'échelle. Donc, pour passer à l'échelle, vous allez vouloir utiliser des bibliothèques d'IA, soit déjà disponibles sur le marché, soit adapter éventuellement des composantes que vous avez fait vous-même. Et donc c'est là où on intervient au niveau L2. Donc ça va être comment optimiser les bibliothèques pour passer à l'échelle, quelle bibliothèque utiliser et comment mieux exploiter le parallélisme en fonction de la quantité de ressources visées. Ensuite, on a un support particulier pour tout ce qui est modèle de fondation et grand modèle de langage. Donc là, plus spécifiquement sur ce qu'on appelle le pré-training. Donc là, ça va être partir d'un modèle existant ou construit pour l'entraîner sur une grande partie de la machine. Donc là, on va pouvoir fournir du support sur tous les aspects qui concernent cette étape-là. Donc à la fois l'aspect parallélisme, l'aspect optimisation des performances, aussi le type de précision à utiliser et le type de compression éventuellement pour mieux exploiter les ressources. Ensuite, on a un niveau L4 où là, on va passer du pré-entraînement à la spécialisation. Donc la spécialisation, c'est aussi ce qu'on appelle le fine-tuning, soit d'un modèle de langage, soit d'un modèle de fondation.
Et donc là, comme le montre aussi l'image, on va pouvoir vous aider à trouver des techniques pour faire ça, à mettre en place soit à s'inspirer de ce qui est existant, soit à mettre en place des techniques nouvelles pour vos besoins. Ça peut se faire par exemple au travers d'une étude de paramètres, aussi au travers de techniques de RAG, par exemple, si vous êtes familier avec ça, aussi de l'alignement, dans le cas où vous travaillez sur des thématiques sensibles et vous voulez vous assurer que ouais, c'est dans un domaine on va dire, dans un domaine de sécurité. Et puis aussi, il y a tout ce qui est évaluation pour les IA qui sont spécialisés. Ensuite, on a un niveau 5 qui va un petit peu aussi recouper les précédents niveaux, mais qui cette fois est plus orienté régulation. Donc, on le sait aujourd'hui, hein, la régulation évolue. Euh, Elle évolue au niveau européen, elle évolue aussi au niveau local, au niveau national, et puis elle évolue aussi dans différents pays. Donc, l'idée, c'est d'être capable de s'adapter à cette évolution. Et donc, on a voulu inclure dans notre offre de service cette capacité à aider les utilisateurs à mieux comprendre l'environnement législatif et à s'adapter aussi à des questions d'éthique. Alors, ça va par exemple être sur comment adapter des données pour répondre à des niveaux de sécurité, des niveaux de comment dire, j'ai le terme qui m'échappe, mais enfin, de conformité, voilà, en fonction du type de calculateur que vous utilisez et du type de données que vous avez. C'est par exemple le cas pour les données de santé. Alors, suite à ça, j'ai envie de vous présenter plus le consortium avant de passer vraiment à l'étape où je vais vous donner des exemples clairs de type de support qu'on peut faire. Donc le consortium, il s'adresse à l'ensemble de la communauté européenne. Par contre, il recouvre pas nécessairement tous les pays. En termes d'acteurs, on va avoir des acteurs plutôt nationaux dans un premier temps, donc au travers des centres de calcul comme l'IDRIS ou le CINES. Et côté CEA, on a la maison de la simulation dont je fais partie. Euh, chaque, Chaque centre a des ressources qui lui sont allouées. Donc par exemple, chaque centre va avoir 3 ingénieurs dédiés au projet Minerva dans le but de fournir le support que j'ai évoqué précédemment. Ensuite, on va avoir d'autres acteurs au niveau européen. On va avoir notamment le BSC, donc Barcelona Supercomputing Center, qui est aussi un centre de calcul et qui héberge un des calculateurs d'EuroHPC. Le Cineca, en Italie, qui lui aussi est un centre de calcul, qui héberge le calculateur Leonardo et qui est aussi l'un des centres qui lead le projet. Et ensuite, on a le GSC, donc, qui fait partie des calculateurs d'EuroHPC, notamment qui possède la machine, aujourd'hui la seule machine exascale en service en Europe, avant l'arrivée de la prochaine machine en France. Ensuite, on a d'autres types d'entités. Donc, on a le Tübingen AI Center en Allemagne, qui lui est une sorte de hub qui regroupe on va dire, plusieurs types d'entités reliées à l'IA. Donc, on va avoir des chercheurs, des entreprises, des ingénieurs qui se rejoignent dans ce hub. C'est aussi un centre qui possède son propre petit cluster dédié à des activités d'IA. On a aussi l'université de Modena et Reggio Emilia en Italie qui participe au projet, notamment via le laboratoire AI Image Lab. Ensuite, on a deux entreprises aussi qui sont partenaires du projet. D'abord, Silo AI, qui aujourd'hui est une entité appartenant à AMD. Alors, Silo AI, c'est une entreprise qui fournit du service, notamment qui aide des clients à développer leurs ressources en IA, donc en adaptant des modèles pour leurs besoins ou en fournissant un service de développement pour leur plateforme. On a aussi Domine, que vous connaissez peut-être, qui est un équivalent un petit peu de Mistral en Italie et qui construit notamment un chatbot et des systèmes d'agents plutôt orientés business, pas orientés grand public, et donc qui fait partie du projet et qui participe à donner de l'expertise dans leur domaine. Alors au niveau du projet, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. Donc tout en haut ici, vous avez la communauté IA au sens large. Comment ça va se passer? Donc imaginons que vous ayez un problème, un problème voilà, lié à votre activité.
D'abord, vous allez aller voir notre site web et vous allez notamment découvrir un formulaire qui va vous permettre de demander du support. Donc cet aspect-là est géré par le WP6 au sein de notre projet. Ce formulaire va donner lieu à la création d'un ticket qui en interne va être géré par une plateforme commune donc basée sur RT qui est gérée par le WP3. Donc ce ticket ensuite va être récupéré par un des ingénieurs de Minerva qui va être en charge à la fois de comprendre le ticket, de vous répondre rapidement sur votre demande et ensuite de contacter le reste de l'équipe pour décider quel type de support à appliquer à votre demande et éventuellement rediriger le ticket vers les bons experts en fonction de votre demande au sein du projet. Donc là, vous allez avoir un retour et c'est ensuite avec cet expert ou ces experts que vous allez être en communication. De la même façon, cet ingénieur peut ensuite vous réorienter en fonction des besoins vers des formations, donc des formations soit internes, soit vers l'extérieur du projet, au travers de nos partenaires, donc via des formations qui sont dispensées par nos partenaires, ou via des services de nos partenaires, donc au travers de différents... nos partenaires sont multiples, ça peut être EuroCC, donc d'autres projets européens, ou d'autres initiatives nationales, par exemple. Donc on a par exemple Epicure ou AI Factory, dont vous avez peut-être entendu parler. Et tout ça est géré par notre Work Package 1 qui s'occupe de tout ce qui est l'aspect management. Je reviendrai un petit peu sur l'aspect ticketing par la suite. La question aussi que vous vous posez, c'est finalement qui est éligible à une demande de support au sein de notre projet? Et la question, c'est absolument tout le monde dans l'écosystème européen. Peu importe que vous soyez déjà un expert ou que vous soyez débutant en IA, et peu importe votre niveau de technicité, c'est-à-dire que vous soyez un ingénieur IA ou un scientifique sur un autre sujet, ou même un manager sur un sujet, sans pour autant que vous ayez le background requis. Donc ça peut être par exemple des acteurs académiques, comme des étudiants en doctorat, des postdocs, des chercheurs. Donc on a déjà eu ce type de demande, par exemple, de doctorants. Ça peut être des gens du secteur public, ça peut être des personnes travaillant dans des petites entreprises ou des startups, ou même des équipes évoluant dans des compagnies et des sociétés beaucoup plus larges. On peut aussi vous aider d'ailleurs à mettre en place des demandes pour obtenir des ressources auprès de EuroHPC. Peu importe que vous soyez donc dans la recherche académique ou dans la recherche privée. Alors comment on va répondre en fait à votre demande de support? On va le faire au travers de on va dire quatre niveaux, quatre étagements. Dans un premier temps, un niveau qu'on a appelé assistance, qui se veut très court terme, très réactive. L'idée étant d'interagir avec vous par email, voire éventuellement par téléphone, mais d'avoir une réponse très rapide dans le but de couvrir votre besoin immédiat, on va dire. Alors en termes d'exemple, bah, ça va être par exemple, vous êtes sur un calculateur, vous avez du mal à l'exploiter, par exemple à utiliser Slurm, à exploiter les ressources de ce calculateur, ben, on va pouvoir vous aider à mettre en place des scripts qui fonctionnent bien avec votre workflow, identifier éventuellement là où vous aviez des petites choses à améliorer, des petites erreurs, et ben, vous aider aussi à monitorer comment se passent vos soumissions pour être sûr que voilà, ça se passe correctement et qu'on n'a pas raté quelque chose. Ça peut être, par exemple, au niveau L2, de l'aide au passage à l'échelle. Donc là, on est vraiment sur un aspect assistance court terme. Donc on va vous donner juste les clés pour que vous puissiez passer à l'échelle. Donc en vous suggérant, par exemple, des méthodes d'analyse de bottleneck, donc via des profilers, ou des méthodes pour changer votre façon de paralyser vos pipelines, ou votre workflow. Ou en spécialisation, par exemple, vous pouvez vous demander quel modèle utiliser dans un contexte HPC, par exemple, ou quel dataset utiliser pour le type d'application que je souhaite effectuer en fonction de la ressource que j'ai à ma disposition. Donc là, on peut faire une veille technologique qui revient vers vous pour vous suggérer, par exemple, les bons modèles ou des idées en tout cas de modèles à utiliser ou des jeux de données qui pourraient s'adapter à vos ressources. Ensuite, le niveau d'après, c'est un aspect
consulting, donc on a appelé consulting, où là, on va passer d'une interaction par email à une interaction sous forme de réunion. Alors, ça peut être une réunion d'une heure, voire d'une demi-journée, où on va travailler ensemble autour d'une table euh, sous forme de brainstorming à la résolution d'un problème concret. L'idée étant pas ici de mettre les mains dans le cambouis, mais bien de vous donner des clés, simplement de partager plus de temps ensemble afin de mieux comprendre votre problème et vraiment d'interagir sur une solution possible. Donc, par exemple, un exemple qu'on évoque ici, c'est une équipe qui fait de la télédétection, qui a besoin en fait de passer à l'échelle parce que le flux de données devient plus important. Donc la question c'est quel modèle utiliser par exemple pour faire ça, comment adapter le modèle pour faire face au flux de données, donc en travaillant par exemple en parallèle ou en gérant de manière plus adéquate les aspects entrée-sortie. Voilà, donc ça peut être après comment aussi aller sur les bons calculateurs, par exemple en fonction du besoin et du cahier des charges que vous avez. Au niveau L5, donc en termes d'éthique et de régulation, ça peut être par exemple, vous avez des données de santé issues soit de résultats cliniques ou d'expériences médicales. Comment on peut faire pour traiter ces données tout en respectant le cadre législatif? Donc par exemple, comment adapter les datasets, comment les anonymiser, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les datasets, comment finalement protéger aussi les datasets une fois qu'ils se trouvent sur un calculateur, et aussi éventuellement comment mettre ça en relief par rapport à d'autres cas similaires qui auraient été évoqués en amont, enfin, qui auraient été déjà vécus par l'équipe. Une troisième façon d'interagir, cette fois, ça va être au travers de workshops, ou qu'on pourrait aussi appeler hackathons. Donc là, l'idée, c'est qu'on va passer plusieurs jours avec vous, avec un ingénieur dédié, voire plusieurs ingénieurs dédiés, afin de résoudre un problème technique identifié. L'idéal étant de pouvoir se regrouper sur un même lieu, par exemple dans un des centres de calcul. Là, ici, il y a l'idée de vraiment interagir avec l'équipe demandeuse techniquement, donc c'est-à-dire vraiment de mettre les mains dans le cambouis, d'aller dans le code, de comprendre quels sont les problèmes, quelles sont les barrières à résoudre et de proposer des solutions concrètes. Ici, donc, deux exemples. Par exemple, en termes d'optimisation, si par exemple, vous avez des images de satellites, vous faites de l'object detection dans ces images et vous avez des soucis d'entraînement inefficace sur GPU, eh ben, on peut travailler avec vous pour regarder qu'est-ce qui dans le workflow limite les performances et comment améliorer l'aspect parallélisme ou d'autres aspects pour améliorer l'entraînement. Donc il y a plusieurs stratégies de parallélisme à adopter. Ça peut être aussi un travail au niveau de la précision pour augmenter finalement l'efficacité de l'entraînement. En fine-tuning, un autre exemple, par exemple, vous voulez faire un fine-tuning d'un modèle de langage sur vos données internes. Quelle méthode adopter pour ça? Quel langage, quelle infrastructure? Voilà, quelle solution adopter pour résoudre ce problème? Donc là, on peut travailler vraiment littéralement avec vous pour essayer de mettre ça en place. Et enfin, un quatrième type de support, qui est ce qu'on a appelé un support long terme, moyen long terme, où là, littéralement, on va avoir un ingénieur, voire plusieurs ingénieurs dédiés à votre thématique qui vont travailler pendant plusieurs mois avec vous, mais aussi de manière asynchrone sur le problème. Donc là, on parle vraiment d'un problème plus large, plus complexe à résoudre, qui va nécessiter en général à la fois une veille technologique, plusieurs tests et une partie de développement non négligeable pour arriver à une solution viable et concrète. Donc là, un exemple hein, qu'on a appelé Workflow Adaptation. Donc un groupe de recherche cherche à migrer depuis un workflow CPU vers un workflow GPU. Donc ça, c'est des cas qu'on a déjà eu. Donc là, alors c'est pas forcément des tickets qui peuvent durer plusieurs mois, hein, parfois c'est juste quelques semaines peuvent suffire. Mais vraiment, l'idée c'est d'accompagner l'équipe vers la transition vers un workflow CPU, vers un workflow GPU,
donc en mettant en place des solutions pour ça, en cherchant les bonnes bibliothèques, et parfois en améliorant la façon dont le pipeline est construit pour être plus adapté au parallélisme GPU. Un deuxième exemple dans tes slides, donc c'est ce qu'on a appelé pré-training. Donc là, une institution publique a besoin de pré-entraîner un LLM sur des données internes, donc ici des données légales, euh, en, en- en visant un calculateur particulier. Donc là, ici, une personne de chez Minerva va aider l'équipe à mettre en place cette demande. Donc pareil, en proposant des solutions en termes de parallélisme, en préparant les données en amont aussi, en aidant l'équipe à préparer les données correctement. Et après, en ayant un monitoring de comment se passe l'entraînement, afin éventuellement de permettre à l'équipe euh, d'améliorer ensuite le workflow. Alors, comment demander du support concrètement? Donc, comme je vous en avais parlé, on a sur notre site un petit formulaire que vous voyez ici, sous forme de capture. Euh, Si vous remplissez ce formulaire, automatiquement, ça va générer chez nous un ticket. Il y a aussi la possibilité pour vous de nous contacter directement par email via cette adresse ici. Voilà. Et là, pareil, ça retombera sur notre système de ticketing et un ingénieur, le plus rapidement possible, viendra vers vous pour décider du type de support en adéquation avec votre demande. Alors, il faut savoir par contre que le type de support dépend du problème soumis et aussi de la disponibilité des ingénieurs. C'est-à-dire par exemple que si votre problème requiert éventuellement un support long terme et que tous les ingénieurs sont déjà occupés, ça ne veut pas forcément dire que le support sera refusé. Simplement, on réfléchira avec vous à la meilleure façon de le faire, c'est-à-dire est-ce que en attendant un support court terme, voire juste une session de conseil est suffisante, ou est-ce que vous êtes prêt à attendre, par exemple, quelques mois qu'un ingénieur se libère pour disposer d'une aide à plus long terme. Voilà. L'idée après, c'est de discuter sur, en fonction de vos besoins et de votre timeline, de la meilleure façon de vous accompagner. Aussi, le but de Minerva n'est pas de repartir d'un projet, enfin de démarrer un projet de zéro. C'est-à-dire, notre idée, c'est vraiment d'accompagner des projets déjà existants. Pourquoi? Parce qu'on aime, on apprécie, et c'est même essentiel, que l'équipe demandeuse ait déjà finalement du recul sur sa demande, et aussi qu'il y ait du côté de l'équipe demandeuse des personnes à même de reprendre le projet. Et pour reprendre le projet, c'est toujours mieux si le projet a déjà été initié en interne. Parce que le but finalement, c'est pas de vous donner une solution et que cette solution ensuite elle soit oubliée, incomprise ou appliquée de manière boîte noire, mais vraiment que l'équipe qui demande du support puisse ensuite s'en emparer et continuer le projet qu'elle avait initié. Donc vraiment, on a cette contrainte qu'on essaye quand même de garder. Par exemple, quelque chose qu'on ne risque pas d'accepter, c'est par exemple une équipe qui aurait juste un jeu de données énorme et qui chercherait à en faire quelque chose sans forcément avoir d'idée claire ni même de pré-projet relié à ce dataset. Alors, maintenant, je vais vous présenter d'autres activités qu'on mène au sein du projet qui, d'une certaine façon, sont liées à l'activité de support, ou du moins se nourrissent l'activité de support. Dans un premier temps, c'est notre activité de benchmarking. Donc aujourd'hui, EuroHPC possède un certain nombre de supercalculateurs. Certains calculateurs sont de l'ordre de la centaine de pétascales. On a un calculateur exascale en Allemagne. D'autres sont plus de l'ordre de la dizaine de pétascales. Donc on a vraiment différentes gammes de calculateurs. On a aussi différents types de technologies. On va avoir des calculateurs enfin pur CPU, d'autres accélérés avec des technologies NVIDIA, du A100, du H100, euh, ou alors aussi d'autres calculateurs plutôt accélérés par de la technologie AMD, à la fois des processeurs AMD comme de l'EPIC, ou alors des GPU comme du MI250 ou du MI300. Cette on va dire, cette profusion de technologies, cette hétérogénéité, finalement, mène à une question.
quelles sont les meilleures technologies en fonction des modèles que l'on souhaite utiliser, des techniques de machine learning, de deep learning et de LLM qu'on souhaite utiliser. Eh bien, pour répondre à cette question, on a décidé en fait d'investir du temps dans une activité de benchmarking, dans le but notamment d'avoir une plateforme commune qu'on va pouvoir utiliser pour évaluer l'ensemble des supercalculateurs d'EuroHPC, voire plus si d'autres institutions et d'autres centres de calcul nous rejoignent. L'idée aussi, c'est de pouvoir instrumenter et d'analyser les modèles qu'on a sélectionnés, donc aussi de pouvoir comprendre comment ils fonctionnent et quelles sont leurs limites. Il y a aussi un but qui est de nourrir la création d'un best practice guide qui est en cours de construction, afin de fournir ensuite au public des guidelines, littéralement des livres d'astuces et de conseils. Euh, et puis aussi, quelque chose qu'on va faire, c'est l'utiliser au niveau du consortium pour monter en compétences, être capable finalement d'acquérir de la connaissance à la fois sur les architectures GPU et sur les différents modèles, afin ensuite de pouvoir mieux répondre à des questions au cours de nos demandes de support. Donc avoir plus de recul finalement sur l'efficacité des différents modèles, parce que aujourd'hui, c'est quand même un constat que l'on a, c'est-à-dire que notamment dans la littérature, il n'y a pas forcément toujours la réponse à nos questions. Il y a aussi beaucoup de oui-dire, beaucoup de finalement de rumeurs sur telle technologie fonctionne mieux avec tel calculateur ou tel type d'architecture, et des rumeurs qui sont pas forcément toujours bien construites sur des études, on va dire scientifiques et concrètes. Donc le but, c'est aussi voilà, d'avoir notre recul et notre propre avis sur comment ces différents modèles s'adaptent aux différentes architectures. Alors pour ça, en fait, pour cette activité de benchmarking, on va à la fois avoir du LLM. Aujourd'hui, c'est l'architecture finalement qu'on privilégie parce que c'est celle qui utilise le plus de ressources, à la fois en inférence et en training. On va aussi avoir du reinforcement learning et d'autres types de modèles qui vont s'ajouter par la suite. On cherche à prioriser des modèles européens et des bases de données européennes, même si on va aussi exploiter d'autres types de modèles, notamment par exemple la famille des lamas. On va aussi ne pas réinventer complètement la roue, hein, bien entendu. On va se baser sur des choses qui existent déjà, des outils qui sont très communs dans le domaine. Déjà, les modèles sont construits autour d'environnements Conda. Ensuite, on va utiliser des technologies comme DLLM ou DeepSpeed pour la mise en place des inférences en parallèle sur le GPU. Et pour l'aspect entraînement, Accelerate ou PyTorch, parmi d'autres, bien entendu, qui vont s'ajouter au fur et à mesure. On va aussi intégrer des modèles déjà existants, enfin des benchmarks déjà existants, comme le Bench par exemple, qui est déjà un benchmark très construit qui possède un panel très, très large de modèles et d'utilisation en fait des ressources par le machine learning. On a MLPerf qui est très connu, qu'on exploite également, et d'autres qui sont en cours d'étude actuellement. L'idée aussi, c'est de faire ça de manière open source. Donc, les résultats seront publiés sur notre GitHub. Vous avez l'adresse ici. Je ne sais plus si le benchmark est déjà open source, mais je veux dire déjà release, c'est à vérifier. En tout cas, il est en cours de construction, c'est sûr. Euh, L'idée aussi, en fait, voilà, comme je l'ai dit précédemment, c'est de préparer aussi donc de l'information, du matériel pour les best practice guides, c'est-à-dire ne pas forcément se reposer uniquement sur les chiffres de la littérature ou les chiffres des constructeurs en termes de performance, mais de vraiment avoir en fait finalement nos benchmarks pour fournir nos chiffres obtenus sur les calculateurs européens avec donc les solutions qu'on aura créées. Alors là ici c'est juste pour vous montrer voilà que on a par exemple un exemple de dashboard avec différents paramètres et comment ces paramètres influent sur ici par exemple le throughput avec le nombre de tokens par seconde.
donc sur la performance. L'idée, c'est juste d'illustrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, comme je l'ai évoqué aussi pendant l'aspect benchmarking, notre idée, c'est d'avoir un retour aussi auprès de la communauté en termes de best practice guidelines. Donc ici, on a, entre guillemets, deux collections de documents que l'on est en train de créer. Alors la première chose, ça c'est notre première collection qu'on est en train d'écrire actuellement et qu'on souhaite publier en juin 2026, qui va vraiment se focaliser sur comment utiliser des modèles d'IA en parallèle sur les infrastructures européennes. Donc on va essayer de couvrir tous les domaines, de telle sorte que à la fois la communauté puisse se saisir de ces documents lorsqu'elle a des questions, mais aussi nous en interne, ça nous permettra d'avoir un document qui regroupe en fait finalement toutes les données que l'on peut dispenser en termes de support et ça nous permettra voilà d'avoir très rapidement en fait de l'information à pouvoir transmettre. Par exemple, si on a une question, on peut directement faire référence à un des chapitres, une des sections de ces guidelines, même si derrière on peut aussi proposer une activité de support à plus long terme, mais au moins comme ça on peut fournir très rapidement une réponse avec derrière euh, de l'information structurée qui peut vous servir rapidement à monter en compétences. Et dans un deuxième temps, on aura donc un deuxième set de documents plus orientés vers la gestion des données. Donc plus orienté vers la construction d'un dataset, son processus de curation, d'amélioration, de préparation, comment faire face voilà, aux aspects éthiques et à la régulation, et puis comment le maintenir, le publier, etc. Euh, un troisième point sur lequel on s'axe aussi au sein de Minerva, c'est tout ce qui est formation. Donc les formations, c'est toujours en cours de construction également. Toutes nos formations n'ont pas encore été complètement décidées et créées. Pour l'instant, on se repose sur les formations qui sont déjà dispensées par les partenaires. Donc par exemple, en France, vous avez les formations de l'IDRIS qui sont très intéressantes côté IA, et puis aussi les formations de ROCC France qui sont également, alors certaines sont HPC, mais d'autres sont vraiment orientées IA et très intéressantes. Donc voilà, pour l'instant, on se focalise sur l'existant, mais on a une page dédiée aux formations qui va s'améliorer au fur et à mesure avec des formations qui ont déjà eu lieu et un catalogue qui va certainement s'affiner. Alors après, notre but ici, c'est pas forcément de répéter des formations qu'on va trouver ailleurs. Par exemple, si des formations sont déjà dispensées à l'IDRIS ou chez nos partenaires, l'idée c'est pas de répéter ces formations, mais c'est plutôt d'aller chercher des formations justement qui répondent à un besoin mais qui n'ont pas encore été couvertes, dont le besoin n'a pas encore été couvert par des formations existantes. Et c'est la raison pour laquelle, alors je vais directement passer à ces slides, j'en reviendrai après, on a créé en fait un sondage, c'est justement pour collecter finalement auprès de la communauté la façon dont vous utilisez l'IA et les supercalculateurs, ou de la façon dont vous voudriez les utiliser, et qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir en termes de formation, en termes d'accompagnement. Donc, c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui fortement à remplir ce formulaire si vous êtes dans la communauté IA. Nous, ça nous permet en fait d'adapter à la fois notre demande de support et notre réponse à ces demandes de support, et aussi dans le futur à pouvoir créer des formations qui sont plus en adéquation avec ce que la communauté attend, et pas juste répéter l'existant. Voilà. Alors, je voulais finir par quelques exemples. Alors ici, j'ai pas forcément de slides, on va dire techniques sur le sujet parce que la plupart des tickets sont encore en cours euh, par rapport au début du projet. Et la plupart des équipes finalement, pour l'instant, ne souhaitent pas forcément que voilà, ces demandes soient ouvertes à la communauté, enfin du moins que voilà, les informations détaillées soient rendues publiques. Donc, je vais vous donner quelques exemples qui sont basés quand même sur des choses qu'on a en cours. Donc, par exemple, on a eu beaucoup de tickets sur comment obtenir des ressources de calcul, que ce soit au niveau européen ou au niveau local. Donc, des équipes qui viennent nous voir pour comprendre finalement comment ça marche, quelle est la démarche à suivre pour obtenir des ressources, et surtout quelles ressources demander en fonction de ce qu'elles font.
Donc là, on les oriente soit vers le calculateur qui correspond à leurs besoins, soit vers la plateforme pour demander des heures. Et puis après, on les guide aussi sur comment remplir les formulaires en fonction de leur demande d'heures. Si vous avez des petites demandes, bah, vous allez avoir des formulaires de type Prep Access ou allocation dynamique pour Idari, qui vous permettent d'obtenir un petit quota d'heures sans forcément que l'aspect administratif soit contraignant. Après, vous avez aussi, en fonction des besoins, des allocations beaucoup plus lourdes qui vous permettent d'obtenir des grandes quantités d'heures, mais cette fois, la demande d'heures va être beaucoup plus conséquente. Et donc, il faut préparer sa demande correctement. Et ça, on peut vous aider à le faire. On a aussi de l'assistance qui a été faite auprès de startups. Donc là, c'est pas mon équipe qui a mené cette assistance, mais voilà, c'était comment passer d'une utilisation cloud, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises finalement sont plutôt familiers avec l'utilisation du cloud et pas forcément avec l'exploitation des ressources de HPC. Pourtant, elles peuvent demander des ressources auprès de HPC. Donc c'était voilà comment transitionner d'une utilisation cloud à une utilisation plus supercalculateur comme on le trouve aujourd'hui dans le milieu académique par exemple. On a reçu de l'assistance auprès d'un doctorant qui avait des soucis de performance sur un job IA en parallèle. Et donc on l'a aidé à optimiser et à mieux exploiter ses- le parallélisme multi-GPU. En termes de consulting, donc on a eu récemment un épique français qui est venu nous voir pour justement avoir du conseil sur des modèles à adopter dans le cadre de diverses utilisations. Alors là, ici, il n'y avait pas forcément une application précise, mais il y avait plusieurs applications possibles. Donc voilà, il y a eu voilà, du brainstorming autour de comment finalement euh, s'adapter à leurs différents besoins. En termes de support, on a eu un support court terme sur comment déployer un modèle assez large de langage sur plusieurs GPU. Donc de mémoire, je crois que c'est un ticket qui a dû durer 2 ou 3 semaines. Voilà, donc pour vous donner l'ordre d'idée, où un ingénieur a aidé l'équipe à déployer ce modèle sur Jean Z de mémoire. Et là, on a plusieurs activités long terme. Alors quand je dis long terme, ce sont des activités qui durent actuellement depuis plusieurs mois. Donc, une première activité, alors il s'agit en fait d'une équipe de recherche qui travaille en chimie et notamment qui utilise la lumière pour essayer de catalyser des réactions enzymatiques. Et donc, leur but ici, c'est d'entraîner un modèle capable finalement de se nourrir d'un banc d'expérience et d'avoir en fait après un système qui soit auto-apprenant avec à la fois le modèle qui apprend des résultats d'expérience, qui est ensuite capable de proposer de futures expériences qui sont ensuite menées de nouveau sur le banc d'expérience et ainsi de suite. L'idée étant sur le long terme de créer une startup finalement. Et donc là, ils sont à l'étape de prototypage avant d'aller à l'étape supérieure. On les aide à mettre en place ce type d'application. Alors là, ce sont des activités, je précise, ce sont des tickets longs qui sont dans mon équipe, hein. On a aussi actuellement une assistance auprès d'une équipe de recherche publique qui se trouve à Neurospin. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Neurospin, c'est un institut qui se trouve au CEA Saclay et qui travaille notamment dans la neuroimagerie, donc qui étudie le cerveau et qui fait beaucoup d'imagerie cérébrale. Donc, ils ont une quantité de données colossale. Il y a d'ailleurs beaucoup d'équipes là-bas qui font des choses très différentes, mais qui exploitent ces données. Et une des équipes cherche notamment à corréler euh, l'aspect extérieur du cerveau, donc comment les sillons sont organisés autour du cerveau, et quel est le lien finalement entre certaines formes de sillons et certaines maladies ou certains troubles cognitifs qu'on pourrait observer, donc, qu'on a en psychiatrie ou en neurosciences. Et donc, dans leur cas précis, eux, en fait, ils ont un modèle justement qui analyse actuellement des images d'une portion finalement de cette surface et qui corrèle ces images avec certaines pathologies, ou en tout cas dont le but est de corréler ces sillons avec certaines pathologies. Aujourd'hui, ils sont limités par la taille des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se limitent à des petites portions finalement de la surface.
Et l'idée, c'est de passer à l'échelle, c'est être capable finalement d'analyser le cerveau dans son intégrité. Et aussi, donc là, le modèle actuel, on est plutôt sur de l'étude d'hyperparamètres, donc on cherche à optimiser le modèle et à trouver finalement les meilleurs paramètres pour qu'il fonctionne au mieux, sachant qu'on est sur un modèle pas forcément, on va dire, de type transformé, plutôt sur de l'ancienne génération, enfin du deep learning plus classique. Euh, mais il y a quand même cette idée après, dans le futur, d'aller vers des modèles plus sophistiqués. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités et plusieurs tickets possibles aussi au sein de cette activité. Et dans le troisième cas, donc là, c'est aussi de l'assistance qui est proposée auprès d'un acteur académique. Alors ici, il s'agit d'une équipe en fait qui d'abord a développé un outil HPC de simulation de séisme, de propagation plutôt d'ondes sismiques. Donc eux, ce qui les intéresse, par exemple, c'est suite à une rupture de faille ou suite à un événement, vous avez un séisme qui va se déclencher. Et donc localement, quel va être l'effet de ce séisme à la surface sur des bâtiments, sur des installations. Donc ils ont un outil qui a été développé classique, donc un outil de simulation et donc, ce qu'ils ont fait suite à ça, c'est exploiter en fait un grand nombre de données de simulation afin d'entraîner un modèle de machine learning capable finalement de répondre à certains scénarios beaucoup plus rapidement que la simulation et de proposer des solutions beaucoup plus rapidement que la simulation. Donc, ils ont déjà constitué des prototypes qui fonctionnent, des modèles qui fonctionnent. Et là, actuellement, ce qu'ils cherchent à faire, c'est du reinforcement learning. Donc, avoir littéralement un entraînement avec le modèle qui s'enrichit des simulations, les simulations qui sont euh, tournées en fonction de ce que le modèle a besoin pour enrichir le modèle. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce que le modèle a besoin en termes de données pour s'améliorer et d'automatiser en fait finalement le processus de simulation et d'enrichissement du modèle au sein d'un même workflow. Donc là, voilà, on a aussi une équipe qui travaille là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour les exemples. Donc bah, si vous avez des questions sur n'importe quel aspect, bah, je serais ravi d'y répondre. Je vais juste donc regarder dans le chat si on a quelques questions. Alors, je vais prendre les questions une par une. Hop. Alors, normalement, oui. Donc, Karim avait répondu concernant la question si les diapositives ou les slides seront disponibles. Ça sera effectivement disponible sur le site de ROCC, et également sur YouTube, je crois. Alors, ça c'est une bonne question concernant. Alors, je lis la question de Volker Beckmann. L'accès au soutien de Minerva n'est-il pas limité aux projets visant à utiliser les machines NeuroHPC? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question que j'ai essayé d'ouvrir en interne, en fait, pour être exact. Donc aujourd'hui, oui, on va dire qu'on vise principalement les machines d'EuroHPC, mais pas que, en fait. C'est-à-dire que si vous avez en interne des besoins, c'est-à-dire que si vous utilisez une machine en interne et que vos besoins se limitent qu'à cette machine en interne, ou que vous utilisez par exemple d'autres ressources de calcul comme les mésocentres ou des calculateurs universitaires autres, on peut finalement aussi répondre à ces demandes de support. Même si c'est pas effectivement bien explicité sur le site internet. Donc une question de Jean-Yves Châtelier. Pouvez-vous apporter du support à la validation de modèles de langage, notamment choix des métriques, des jeux de tests, des pipelines de tests? Alors complètement, ça rentre dans le support. Il n'y a pas il y a pas de limitation par rapport à ça. Toujours de Jean-Yves, au-delà des guidelines, est-ce que vous pourriez contribuer à la revue ou l'élaboration d'une charte de l'IA-G, par exemple? Alors ça, c'est une bonne question. Euh, je peux en parler en interne. Là, actuellement, à ma connaissance, sur l'IAG, il n'y a pas forcément. Disons que ça a pas, c'est plus prospectif et je pense pas qu'il y ait une initiative qui aille à ce niveau-là.
Mais je peux toujours en parler en interne. En tout cas, je pourrais garder la question et puis la proposer en interne. Je vais prendre des notes en même temps. J'ai peur que quand on va éteindre la soutenance, que ça disparaisse. Alors, les benchmarks sont disponibles à tous. Alors, actuellement, on a déjà notre campagne de benchmark. Alors, je précise, c'est une question de Benoît Gaston. Donc, on a déjà mené les benchmarks sur différentes machines d'Euro HPC. On a déjà des résultats. Actuellement, les résultats ne sont pas encore publiés. Publiés, que ce soit au sens scientifique du terme ou même juste ouvert via un repo ou sur le site internet. Pourquoi? Parce que même si on a déjà fait tourner les benchmarks, voilà, on a des petits soucis de performance sur certaines machines. Et avant de publier les benchmarks, bah, on veut vraiment s'assurer que on comprend bien ces soucis de performance, qu'on est éventuellement capable de les corriger. On a déjà d'ailleurs compris plusieurs problèmes qu'on avait, et donc aujourd'hui nos benchmarks sont plus cohérents. Mais voilà, on veut quand même, on va dire entre guillemets, bétonner nos benchmarks avant de les ouvrir pour éviter, bah, pour diverses raisons, que les benchmarks ensuite soient exploités. Si une machine, par exemple, est en retrait par rapport à une autre, bah, c'est pas forcément une bonne chose si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi et de comprendre, voilà, quelles sont les limitations. Comment vous coordonnez-vous, donc une question de Jean-Yves Châtelier, comment vous coordonnez-vous avec la Commission nationale de l'IA de l'AFNOR? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors là, je n'ai absolument pas de réponse. Je vais la noter. Peut-être que mes collègues qui sont plus dans le WP1 peuvent répondre à cette question. Moi, je suis plus dans le WP2, donc je suis très proche de mon équipe et on va dire des équipes support. J'ai moins de recul sur cet aspect-là. Je vais le garder. Alors, Benoît Gaston, Cloud HPC, c'est la question récurrente, non? Alors, c'est effectivement une très bonne question. En fait, dans les Best Practice Guide, il y a toute une section qui va être dédiée à ça. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes sur le cloud, en général, sur le cloud, vous utilisez des technologies qui sont souvent très différentes. Donc, on va utiliser du Kubernetes, on va utiliser de la containerisation. Euh, Quand on va aller sur un cluster HPC, on va avoir du Slurm. Voilà, en fonction des compétences, c'est pas toujours, on n'a pas toujours les ingénieurs qui savent manipuler l'un et l'autre, même si derrière, il faut le dire, c'est pas non plus très compliqué et que on est capable de s'adapter assez rapidement. Il faut quand même une période d'adaptation. Et bah, notre but, c'est aussi, voilà, de fournir du support vers cette transition. Alors cette transition, elle peut être dans les deux sens, hein. Ça peut être des gens qui aujourd'hui utilisent l'instance cloud, qui veulent exploiter les machines d'EuroHPC, mais inversement, ça peut être des gens qui exploitent les machines d'EuroHPC et qui souhaitent aussi pouvoir exploiter, par exemple, des heures. Ça peut être pour diverses raisons. Parfois, Amazon, par exemple, via AWS. Alors, je cite un acteur, mais il y en a plein d'autres, hein, Microsoft Azure, OVH. Voilà, un de ces acteurs va fournir des heures de calcul parce qu'il est collaborateur d'un projet, parce qu'il veut soutenir pour X raisons une initiative scientifique, voilà. Et donc, vous avez besoin de tourner sur des instances cloud. Ça peut être aussi dans le cadre de formation. Dans le cadre de formation, parfois, c'est le cloud qui va fournir les ressources de calcul. Donc, les raisons sont multiples. Et là, on peut vous aider à faire cette transition ou à être capable d'exploiter les deux. Avec votre exemple sur Jean Zay, Minerva peut faire, alors c'est une question de JP Pro, avec votre exemple sur Jean Zay, Minerva peut faire du support sur les calculateurs nationaux et pas sur les machines de Roche PC alors? Ben, en fait, les 2 se recoupent déjà parce que beaucoup de machines sont à la fois des centres de calcul nationaux et des machines d'ouvrage PC. Par exemple, le, le- j'ai un doute. Ben, en fait, par exemple, toutes les machines européennes du type BSC, Chineka, GSC sont des machines d'ouvrage PC. La prochaine machine d'Exascale, Alice Recoq, sera une machine d'orage PC et une machine nationale. Mais disons que la question, c'est aussi celle qui était posée par ailleurs. C'est finalement notre support ne s'adresse pas uniquement aux gens qui calculent sur les machines d'orage PC, mais bien à l'ensemble de la communauté IA, peu importe le calculateur. Donc même si ce sont des calculateurs internes, même si ce sont des machines universitaires, même si ce sont des machines nationales, on est là, on peut fournir du support.
Bah, merci Mira Braganti pour ton compliment. Et donc JP Prou pose une autre question. Quelle différence avec Épicure? Alors là, j'ai pas forcément la réponse sur la différence avec Épicure. En général, j'ai plus la question sur quelle est la différence avec AI Factory. Pour Épicure, j'ai pas forcément beaucoup de recul. Je vais répondre du coup un peu à côté, mais bon, j'adapte ma réponse. Donc par rapport à eFactory, donc certaines personnes ont peut-être entendu parler de ce projet. Finalement, c'est une structure qui va ressembler beaucoup à celle de Minerva. Si vous vous rappelez de ma slide sur la structure du projet, euh, on va avoir une structure en fait très similaire. Bon, le nom des WP va changer, mais bon, ça, c'est pas la question. C'est vraiment, l'idée, c'est qu'il va y avoir un service de ticketing mis en place à l'échelle européenne, capable ensuite de dispatcher les demandes vers l'ensemble des acteurs présents dans le projet. Si ce n'est que finalement, le budget des iFactory est beaucoup plus conséquent, donc c'est une sorte de passage à l'échelle au niveau projet. Ah bah merci Karim pour ta réponse. Donc Karim précise que les services d'Epicure sont payants. Effectivement, je ne sais plus si je l'ai mis sur une slide, mais les services de Minerva sont entièrement gratuits, étant donné qu'ils sont déjà, enfin qu'ils sont voilà financés par l'Union européenne. Ils sont gratuits. Je t'en prie. Juste une parenthèse, Mathieu. La remarque que je fais, c'est pas forcément sur Epicure que je connais pas, mais c'est Ah sur les d'accord. services en fait de l'IA Factory. Où l'IA Factory, c'est des services en fait où il y aura une facturation, ce qui n'est pas ton cas. Alors sur AI Factory, ça dépend parce qu'il y a, c'est pas sur AI Factory, je suis pas certain que ça soit toujours le cas. Sur la partie consulting, elle est payante. D'accord. Il faudra, ok, d'accord. En tout cas, effectivement, au sein de Minerva, clairement, enfin, c'est même pas un choix, c'est l'Union européenne, de toute façon, via la construction du projet, ne nous permet pas, de toute façon, d'avoir du consulting payant, donc les services sont gratuits. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Donc non, Épicure n'est pas payant non plus. Précise Virginie Granger. En tout cas, merci à tous. Je sais pas si Marie, tu voulais reprendre la main à la fin de la présentation. Merci beaucoup Mathieu. C'était une présentation vraiment très, très, très intéressante et complète. J'espère qu'elle vous a plu à tous. Euh, on est ravis d'avoir pu participer à ça et on souhaite beaucoup de beaux projets pour Minerva. N'hésitez pas à aller sur notre site internet ccfr.eu pour avoir d'autres types de formations, d'autres informations également sur ce genre de projet. Et vous aurez également accès au replay de cette vidéo et aux slides sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Je vous mets les liens dans le chat. Merci à tous. Merci Mathieu. Merci à toi, Merci merci à vous Karim tous. et Thibaut pour le support et l'organisation. Et très bonne journée à tous. Ah, il y a une petite question, je crois, de Jean-Yves Châtelier qui s'est glissée. Comment suivre l'actu Minerva? Ben voilà, notre site internet tout simplement. Et aussi enfin le WP6 fait un excellent travail de communication, donc on a aussi un LinkedIn, etc. Voilà. Merci à tous. Merci. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.